Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler secrétariat assistanat juridique. Comment on exerce ce métier, en l'occurrence en cabinet d'avocat puisque c'est ma propre expérience et donc je reçois quand même régulièrement des questions sur ce sujet et donc forcément j'avais envie un petit peu de répondre à des questions quand même très précises. Et en l'occurrence on va parler du traitement des urgences, comment on s'y prend. On va parler aussi de la retranscription. On va pouvoir aussi évoquer comment se faire une place dans ce milieu quand on n'a aucune expérience. Donc, si ce métier t'intéresse, si tu avais peut-être toi aussi des interrogations sur le fait de savoir comment ça se déroule, en l'occurrence de savoir comment s'y prendre quand on travaille concrètement dans un cabinet d'avocat, j'espère que mes réponses vont pouvoir t'aider toi aussi. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés. C'est le premier lien dans la description pour recevoir beaucoup de conseils, d'informations, de renseignements sur le métier de secrétaire indépendante, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Pour me rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Alors, la première question vient de Mélanie qui sort d'une formation de secrétaire assistante médico-sociale dont elle a obtenu le diplôme, mais comme elle ne trouve pas dans ce domaine, elle a postulé à une annonce de secrétaire juridique chez une avocate et elle a été retenue, mais n'a aucune expérience dans le juridique. Donc, elle me demandait si dans l'un de mes programmes qui s'appelle le kit de la secrétaire débutante, il y avait finalement une part sur le secrétariat juridique pour notamment savoir comment traiter les urgences. En gros, c'est un petit peu, on va dire, le point principal qu'elle voulait connaître. Donc, pour répondre déjà à la question sur le programme, non, le kit de la secrétaire débutante n'est pas dédié au secrétariat juridique. On est sur vraiment les bases du secrétariat de manière assez générale. On n'est pas dans une catégorie spécifique. Donc, ce programme ne peut pas répondre à cette question spécifiquement en cabinet d'avocat. On va pouvoir évoquer tout de même le fait de traiter les urgences, mais je vais quand même un petit peu expliquer comment on procède, et en l'occurrence en cabinet d'avocat, pour pouvoir gérer les urgences qui sont quand même assez, ne le cachons pas, régulières en cabinet d'avocat. C'est un petit peu même la façon principale de fonctionner de ces cabinets, c'est quand même assez généralement dans l'urgence. Donc, c'est quand même aussi un petit peu un trait de caractère qu'il faut avoir, une façon de travailler qu'il faut en tout cas acquérir. Donc, le plus important pour pouvoir traiter, on va dire, de la manière la plus efficace possible les urgences et de la façon la plus sereine aussi, ça va être déjà d'être organisé. C'est le point principal et c'est un atout que doit avoir une secrétaire même en dehors du juridique. Être organisé, c'est pas finalement être organisé d'une manière spécifique, c'est trouver sa propre organisation qui te permet de finalement traiter tout ce qu'il y a à traiter, que ce soit urgent ou pas. Donc ça, c'est déjà trouver sa propre organisation, ce qui nous permet à nous-mêmes d'être efficaces dans notre travail. Être organisé va passer par le fait d'anticiper au quotidien l'ensemble des tâches qu'on a à effectuer. Anticiper, c'est concrètement traiter les tâches qu'on a à effectuer dans un laps de temps assez régulier, de pouvoir finalement avoir pris de l'avance sur des choses qui ne sont pas encore arrivées à échéance, ne pas attendre qu'il y ait forcément une urgence quand on peut l'éviter. Les urgences, c'est vraiment quelque chose qui va arriver, qui n'était pas prévu et qu'il faut en fait traiter immédiatement. Donc, si on a connaissance des choses, on va dire avant les dates prévues, avant l'échéance, il faut pouvoir les avoir anticipées. Voilà, ça c'est on va dire le point le plus important. Si on peut le faire avant, on le fait. Pour pouvoir le faire avant, forcément, il va falloir noter des dates. Ça, c'est aussi une priorité dans ce métier-là. C'est de noter tout ce qui a une échéance. Si on doit envoyer un document, en l'occurrence, je vais penser à peut-être une signification de conclusion qui doit arriver à une certaine date. On ne va pas attendre le dernier moment pour faire cet envoi. On va se le noter quelques jours avant, une semaine, peut-être même 2 si c'est possible,
on va finalement anticiper tout ce qui est anticipable. Et on va pouvoir se noter toutes ces dates, prévoir des échéances bien avant la date prévue. Ensuite, il y a quand même une autre notion à intégrer, c'est cette fameuse notion d'urgence et d'importance. Parfois, on va avoir l'impression que quelque chose est urgent, que quelque chose est important, alors que ça ne l'est pas forcément. Et il va falloir arriver à prioriser tout ça. Savoir ce qui est urgent, important, ce qui est urgent et important, ce qui est non urgent, non important. Il faut vraiment arriver à remettre dans l'ordre toutes ces choses parce que c'est vrai que ça c'est un petit peu, on va dire, un des points principaux en cabinet d'avocat, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu retenir, c'est que souvent l'employeur ou l'avocat avec lequel on va collaborer va avoir l'impression que tout est urgent, tout est important, mais il va falloir hiérarchiser toutes ces urgences et toutes ces importances et les faire dans un ordre assez précis pour pouvoir savoir qu'est-ce qui a le plus d'urgence, qu'est-ce qui a le plus d'importance, etc. Donc en fait, finalement, tout repose un petit peu sur l'organisation qu'on va mettre en place et sur notre anticipation au quotidien, puisque si on a pu anticiper tout ce qui était possible d'être anticipé, on va pouvoir laisser un laps de temps aux urgences et aux importances qui arriveraient en cours de route et qui n'auraient pas pu, elles, être prévues. Donc, personnellement, moi, ce que je te conseillerais de faire pour déjà anticiper tout ça, c'est que dès que tu reçois un document qui a une date d'échéance, qui nécessite finalement de prévoir à quel moment un retour doit être fait, une tâche doit être effectuée, c'est de le noter. Donc, de le noter, personnellement, j'utilise un agenda, qu'il soit physique ou dématérialisé, ça après c'est au choix de chacun, de chacune, en fait concrètement, noter la date à laquelle ça doit être fait, mais de se le noter aussi quelques jours, voire même une semaine avant, pour pouvoir avoir le temps de le traiter et que au jour où c'est prévu, ça soit déjà fait concrètement pour ne pas se retrouver avec le jour précis de l'urgence. Je vais penser à quelque chose qui est quand même généralement très important et très à ne surtout pas louper et qui peut devenir très urgent, c'est par exemple de faire une déclaration d'appel. Ça c'est quelque chose que une secrétaire juridique peut se retrouver à faire et donc on a un certain temps à respecter pour pouvoir faire appel d'une décision, c'est-à-dire dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on veut entamer notre procédure sur la décision qui a été rendue. On va devoir le faire dans un certain laps de temps. On va pas attendre le dernier jour pour le faire. Généralement, on va avoir un mois à compter de la signification de la décision. Il faut le faire dans les jours qui suivent la signification pour être sûr de ne pas l'avoir oublié. Donc, on a un mois. C'est pas à faire dans l'urgence, mais c'est à se noter quelques jours, quelques semaines après la signification pour être sûr de ne pas arriver au dernier jour de l'appel possible pour ne pas être en retard. Parce que si le dernier jour, il y a une autre urgence qui tombe, tu vas te retrouver avec 2 urgences hyper importantes à gérer. Donc ça, c'est mon petit conseil pour pouvoir traiter tes urgences. Il n'y a rien de mieux que de noter, d'être organisé, d'anticiper tout ce que tu peux anticiper et finalement de hiérarchiser toutes les urgences, importances et de vraiment catégoriser chaque tâche que tu as à traiter. On passe à la deuxième question que j'ai reçue de la part de Claude qui me dit qu'elle envisage de se former à cette spécialité de secrétaire juridique car là, elle est secrétaire médicale mais elle ne trouve pas de clients. Donc, elle propose de la retranscription mais avec les nouvelles technologies, les médecins n'en ont plus besoin et donc elle se demande si en tant que secrétaire juridique, il y a une possibilité de faire de la frappe. Alors, la première chose, c'est oui, effectivement, certains cabinets d'avocats ont besoin de personnel, d'indépendants, de freelance qui vont pouvoir procéder à la retranscription de leur audio. En fait, voilà, moi j'ai eu différentes façons de fonctionner en fonction des cabinets dans lesquels j'ai pu intervenir. Certains, donc ça paraît un peu à l'ancienne de dire ça, mais enregistrer sur un espèce de dictaphone, enregistrer tous les courriers, les conclusions, les requêtes, les mails, tout était dicté et les secrétaires passaient leur journée entière à retranscrire en fait toutes ces dictées. Donc c'est une possibilité, mais je suis pas certaine
que tous les cabinets aient besoin de ça, et la preuve étant, dans d'autres cabinets, ce n'était absolument pas quelque chose qui était mis en place. Donc en fait, c'est vraiment une façon de procéder en fonction de chaque cabinet. Aucun ne va fonctionner de la même manière, chacun a ses préférences. Dans d'autres cabinets, on va plus avoir des avocats qui donnent 2-3 infos, et la secrétaire doit pouvoir rédiger un courrier, le construire avec simplement 2-3 infos. Bien évidemment, pour ça, il faut avoir quand même quelques connaissances du juridique pour pouvoir formuler des courriers bien construits. Voilà, donc ça va être en prenant des notes évidemment, mais on va pas avoir quelque chose à retranscrire, à faire vraiment que de la frappe. En plus de ça, moi je pense vraiment que en fait, il n'y a pas que la retranscription dans les cabinets d'avocats, il y a vraiment d'autres tâches, d'autres prestations qui vont pouvoir être proposées et qui vont être tout aussi utiles, voire peut-être même plus utiles que la retranscription. Par contre, pour pouvoir répondre, on va dire, à un maximum de demandes dans les cabinets d'avocats, je pense, ça c'est ma façon de penser, évidemment que ça va être différent en fonction de chaque région aussi, de chaque cabinet, voilà, on fonctionne vraiment pas tous de la même manière, mais des interventions sur site vont permettre une polyvalence plus intéressante pour les clients et aussi pour la secrétaire, parce que je trouve que faire de la frappe toute la journée, c'est un petit peu lassant. Après, chacun ses goûts. Donc, le fait d'intervenir sur site, ça va permettre en fait à l'avocat de se rendre compte que la personne, et donc en l'occurrence la secrétaire juridique ou peut-être même juste secrétaire sans avoir cette spécificité, va pouvoir en fait gérer plusieurs types de tâches différentes. Elle va pouvoir répondre au téléphone, donc tenir le standard si il n'y a pas des appels toute la journée et qu'il n'y a que quelques appels de temps en temps. La secrétaire peut le faire en même temps qu'elle est en train de travailler sur d'autres tâches. En tout cas, moi, ça, c'est ce que j'ai fait et ça posait aucune difficulté. À pouvoir traiter les mails, être devant l'ordinateur directement sur le réseau de l'avocat et gérer les mails une partie de la journée. Mais ça ne va pas prendre peut-être toute la journée non plus. Elle va pouvoir en même temps assurer l'accueil. Elle va pouvoir aussi procéder au classement. Elle va pouvoir faire la facturation, la gestion du courrier entrant, qu'il s'agisse du courrier postal, parce que il y en a encore, ou du courrier qu'on va récupérer de la case. Ils appellent ça la case, c'est l'espèce de boîte qu'ils ont directement au tribunal où finalement les juridictions leur transmettent, ou les confrères leur transmettent des documents directement par cette case, ça évite des envois par courrier. On va pouvoir aussi avoir le traitement des aides juridictionnelles, qu'il s'agisse de faire les demandes ou de demander les paiements à la fin des missions. On va pouvoir retrouver la gestion du RPVA. En fait, comme un salarié, une indépendante va pouvoir être sur site et gérer une multitude de tâches différentes qui vont être tout utiles à l'avocat, parce que lui, ce qu'il a besoin, c'est finalement d'être soulagé sur toutes ces petites tâches qu'il y a autour dans sa gestion du cabinet et de ses dossiers clients, et de pouvoir se consacrer lui-même à la rédaction de ses conclusions, à la réception de ses clients, de finalement aux divers échanges qu'il va devoir avoir, tout ce qui concerne vraiment son métier à lui. Donc moi je trouve que c'est assez intéressant, et en tout cas en cabinet d'avocat en l'occurrence, d'intervenir sur site pour pouvoir faire plusieurs choses différentes, et surtout apprendre énormément de choses, parce que quand on est au cœur du cabinet, en fait on a connaissance de beaucoup plus de choses que si on est chez nous et qu'on nous transmet simplement quelques petites infos. En fait, finalement, moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus enrichissant d'être dans le lieu et de pouvoir réceptionner toutes les infos, avoir les clients au téléphone quand on répond au téléphone, ou même les rencontrer directement quand ils viennent en rendez-vous ou taper à la porte en rendez-vous. En fait, de pouvoir voir un petit peu les mails, de voir un petit peu les documents qu'on va classer, on va pouvoir en prendre connaissance et du coup être informé beaucoup plus de ce qui se passe, et donc être beaucoup plus efficace dans notre travail aussi quand on va devoir faire des réponses, quand on va devoir rédiger, quand on va devoir transmettre des choses à l'avocat, par exemple, des messages, etc. On va vraiment pouvoir être beaucoup plus en immersion, et du coup, forcément, être beaucoup plus impliquée dans ce qu'on fait et être beaucoup plus performante. Donc, évidemment, pour répondre à la question, la frappe, c'est possible, mais c'est pas que le métier de secrétaire juridique
pour les cabinets d'avocats. Il n'y a pas que ça à faire et je suis pas certaine qu'un cabinet n'ait besoin que de ça. Après, encore une fois, on est tous différents et les cabinets le sont tous aussi. Alors, on passe à la troisième question qui nous vient de Noémie, qui veut faire une reconversion professionnelle dans le secrétariat juridique, mais me dit qu'elle ne peut pas se permettre d'aller en formation ou de retourner à l'école parce qu'elle vit toute seule et qu'elle ne peut pas vivre sans rémunération. C'est pourquoi elle aimerait apprendre, comme moi, sur le tas et bien sûr de son côté à la maison, donc elle aimerait avoir des conseils et quelques directives pour acquérir les compétences. Et elle voudrait surtout savoir ce qui a poussé l'avocat à s'intéresser à moi et à bien vouloir prendre le temps de former quelqu'un, car elle pense que les avocats n'ont pas souvent envie de prendre le temps pour former. Alors, pour comprendre, il fallait avoir vu ma vidéo sur en fait le métier de secrétaire juridique, où j'expliquais que j'ai ma première expérience professionnelle finalement en tant que secrétaire, ça a été ma vraie première expérience. Ça a été en cabinet d'avocat et du coup, je n'avais aucune connaissance de juridique. J'avais vraiment aucun diplôme à ce sujet. J'avais que mon BEP secrétariat. Et donc, j'ai eu l'énorme chance qu'une avocate me fasse confiance, me fasse rentrer dans le cabinet et en fait me permettre d'apprendre ce métier jusqu'à pouvoir finalement après reprendre une formation auprès de l'ONADEP et d'obtenir mon diplôme d'assistante juridique. Donc, finalement, c'est vrai ça. Je me suis moi-même posé cette question, pourquoi moi, pourquoi elle m'a fait confiance, pourquoi elle m'a permis en fait, sans aucune connaissance, sans aucun diplôme particulier, elle m'a permis en fait de rentrer dans le cabinet et d'être là et d'apprendre sur le tas. Voilà, c'est vrai que je me suis posé cette même question, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche, et en plus de ça, que j'acquière réellement les compétences, que je puisse ensuite obtenir ce diplôme et en fait que je puisse même le faire sous une forme indépendante par la suite. Donc c'est vrai que c'est une grosse question et je pense que c'est vrai que ça donne envie aussi à pas mal de gens. Quand on a envie de se reconvertir, on n'a pas forcément envie de faire toute la formation sur 2 ans. Voilà, on a envie d'apprendre directement et je pense que c'est beaucoup plus formateur en plus de ça. Moi, en essayant d'analyser un petit peu et en revenant quelques années en arrière, je pense que clairement l'investissement, la curiosité, la capacité d'adaptation et la réactivité que j'ai pu avoir quand je suis arrivée en fait dans ce cabinet, je pense que ça m'a clairement aidée. Parce que je n'y connaissais rien. Au début, j'étais simplement là pour faire du secrétariat de base. C'est-à-dire que j'étais derrière un bureau, je ne savais pas ce que j'avais dans les mains. Si j'avais une décision de justice, je savais même pas ce que c'était, j'en avais jamais vu. Je devais juste répondre au téléphone, transférer des appels, faire un petit peu de classement. Donc tout ça était dans mes cordes, je l'avais un petit peu appris en BEP secrétariat. Et puis après, voilà, j'aime bien ranger tout ça, donc c'était pas trop un problème. Mais voilà, au début, j'avais simplement ça à faire. Et puis, après, j'ai dû recevoir le courrier et du coup ouvrir ne serait-ce que le courrier. Donc, je regardais un petit peu ce que j'ouvrais. Je ne comprenais pas ce que j'ouvrais concrètement, mais je posais des questions. Donc ça, c'était un petit peu le fait d'être curieuse, de savoir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je lisais les décisions de justice pour comprendre comment c'était construit. Parce que une décision de justice, il y a parfois énormément de pages pour au final arriver à la fin, voir le par ses motifs et donc la décision concrète qui fait 3 lignes. Et en fait, il fallait comprendre que c'était ce qu'il y avait à la fin qui était important et pas de reprendre toute la procédure qui était énumérée dans la décision. Et puis la réactivité, le fait que quand on me disait quelque chose, en fait, je me mettais en action. Je faisais pas comme si j'avais entendu et puis je passais à autre chose et puis en fait je faisais rien ou je faisais la moitié des choses. Non, si j'avais pas compris, je posais la question, je redemandais, je prenais des notes. En fait, c'était vraiment l'investissement. Voilà, je restais peut-être même plus longtemps parfois sur les heures parce que j'avais envie de savoir, j'avais envie, je m'intéressais à tout ce qui se passait et je pense que c'est ce qui a énormément joué. Parce que je pense réellement qu'un avocat, je pense peut-être même une majorité d'avocats, je ne veux peut-être pas généraliser, mais je pense qu'une majorité d'avocats, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, en fait, de prendre le temps de former les gens. Je pense que ce qu'ils n'ont pas envie, c'est d'avoir l'impression de perdre leur temps. C'est
parce que leur temps est quand même assez précieux. Ils sont quand même assez régulièrement débordés, dans l'urgence, en train de courir, ils sont tout le temps à fond. Et en fait, voilà, pour eux, leur temps est très précieux et je pense que c'est surtout ça, c'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir l'impression de le perdre, ce temps dont ils ont eux-mêmes besoin pour faire leur propre métier, leur propre tâche, voilà, de vraiment dans leur cœur de métier précisément. Donc, il faut vraiment qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils nous transmettent, quand on est là pour apprendre, c'est utile, ça sert et c'est assimilé. Voilà, je pense que c'est quand même hyper important et je pense que c'est ce qui a énormément joué sur le fait que voilà, ça a fonctionné et surtout que j'ai réellement appris. Voilà, je pense qu'il y a vraiment et puis après bon, faut que ça matche aussi, on va pas se le cacher. Je pense qu'il faut que niveau caractère avec la personne ça colle, il faut bien s'entendre, il faut que dans les deux sens ça marche. Après ça peut pas marcher avec tout le monde, mais je pense vraiment que voilà, c'était des éléments assez importants. Le fait d'être investi dans son travail, c'est hyper important et je pense dans n'importe quel travail en fait, pour que ça marche bien. La curiosité et donc de poser des questions, de se renseigner, de faire nos propres recherches, tout ça c'est hyper important. La capacité d'adaptation, c'est un élément encore plus important dans le secrétariat en général, quelle que soit la spécificité dans laquelle on exerce. Il faut s'adapter quand on est indépendante à tous les clients parce que une même catégorie de clients ne va pas procéder de la même manière. Il faut s'adapter même aux situations qu'on va rencontrer dans les cabinets d'avocats. Tu peux te retrouver avec des clients qui viennent sans rendez-vous, que l'avocat ne peut pas recevoir, le client qui insiste. Donc tout ça, c'est savoir s'adapter à la situation et réagir correctement, savoir comment réagir en fait, surtout. Et la réactivité, voilà, être du tac au tac, intégrer ce qu'on va te transmettre et passer assez rapidement à l'action. Donc, je pense que tout ça, c'est possible pour tout le monde, en fait, à partir du moment où, encore une fois, on s'investit, on donne un petit peu de soi et où on a vraiment envie. J'espère que vous avez pu obtenir les réponses aux questions que vous vous posiez. Si jamais tu avais d'autres questions à me poser, n'hésite pas à le faire en commentaire ou pourquoi pas directement par mail, j'essaierai d'y répondre prochainement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir beaucoup de conseils, de renseignements et d'informations sur le métier de secrétaire indépendante et sur l'entrepreneuriat. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.